Le sous-préfet de Mbane était sur place. La guerre au Liban, beaucoup de nos compatriotes pris au piège dans les bombardements, ils demandent à être rapatriés. Ce 16 octobre, journée mondiale de l'alimentation, focus dans ce midi sur les cantines scolaires. Vous le verrez, l'alimentation scolaire qui demeure un problème au Sénégal. Macky Sall, Ousmane Sonko, la guerre des chiffres, l'ancien président de la République s'en est pris à l'actuel Premier ministre en qualifiant de fausses ses déclarations concernant entre autres les chiffres de la dette. Dans ce midi, l'on revient sur les raisons de cette sortie du président Macky Sall. Le grand journal Les Actualités Internationales, Anna Rocha à la une, 10 millions d'enfants privés d'école en Afrique à cause des inondations, nous le verrons. Et puis le sport, Malal Diagne Junior, entre autres sujets, le beach soccer, l'équipe nationale qui a quitté Dakar ce matin pour allier l'Égypte. Nos lions de plage doivent participer à la CAN de la discipline prévu du 19 au 26 octobre prochain. La presse du jour, Mohamed Ali Mouba, le sujet phare dans les journaux de ce mercredi, la sortie de l'ancien président Macky Sall qui dément les chiffres du Premier ministre Ousmane Sonko. En vue d'apaiser le climat social, le Premier ministre qui demande aux syndicats de faire preuve de patience et de retenue. Quelle analyse en faire? La parole à nos deux intervenants dans la rubrique Point de vue. Bienvenue à tous à la technique Aliouba. D'abord, un bus horaire qui avait quitté Ziguinchor ce matin pour se rendre à Matam. Malheureusement, il s'est renversé à hauteur de Sédhiou, plus précisément à hauteur du village de Boussoura. Le bilan fait état de 16 blessés, dont 5 graves. Ils ont tous été évacués à l'hôpital régional Amadou Tidiane-Ba de Sédhiou. Information de notre correspondant Bakary Conté. Cette découverte macabre en Ngor Extension, une dame, la quarantaine, retrouvée morte dans sa chambre tôt ce matin. L'on ignore encore les circonstances du décès qui plongent tout le quartier dans l'émoi et la consternation. Certains parlent d'un meurtre et interpellent les autorités sur l'insécurité en Ngor Extension, un quartier réputé dangereux ces derniers temps. Oumou Kalsoumli sur les lieux du drame. À Ngor Extension, à chaque coin du quartier, des groupes de personnes se forment. Impossible de leur soutirer un mot. Le principal sujet de discussion est le meurtre d'une dame. La gendarmerie, alertée, a été dépêchée pour inspecter les lieux. À l'immeuble où elle résidait règne un silence de cathédrale. Un homme souhaitant rester anonyme, sous le choc, tente d'expliquer un peu plus. C'est ma nièce qui m'a informé après avoir entendu du bruit à l'intérieur. Lorsqu'elle m'a appelé, nous avons eu des problèmes de réseau. Elle m'a ensuite envoyé un message pour m'indiquer qu'il y avait quelqu'un qui hurlait très fort dans l'immeuble. Je suis alors parti m'enquérir de la situation, mais la porte de la chambre de la dame était fermée. Quelques minutes plus tard, la porte s'est ouverte et c'est en ce moment-là que j'ai vu la dame allongée. J'ai également senti que quelqu'un était sorti de la chambre. À quelques pas du lieu du crime, nous avons rencontré M. Ndiaye. Habitant du quartier depuis des années, il estime que ce qui s'est passé était prévisible, avec une voix empreinte de tristesse et de résignation. Nous nous attendions à cela et nous redoutons encore le pire. La situation est très difficile dans notre quartier. La gendarmerie a effectué une descente récemment, mais cela ne suffit pas. Il est nécessaire que les autorités prennent en main notre sécurité et agissent le plus rapidement possible. Les habitants de Ngor Extension vivent dans la peur pour leur vie. C'est pourquoi ils implorent les autorités de renforcer la sécurité dans cette localité. Les autorités doivent réagir face à cette vague de violence. La vie à Ngor n'est plus paisible. Il est urgent d'agir. Les circonstances du meurtre restent pour l'instant inconnues. Le corps de la victime a été transporté à l'hôpital pour une autopsie. Oumou Kalsoumli, et puis la guerre au Liban, vous le savez, beaucoup de nos compatriotes sont pris au piège dans les bombardements. Ils demandent au gouvernement de les rapatrier le plus rapidement possible. Et pourtant, le porte-parole du gouvernement avait annoncé sur cette antenne le rapatriement dans les prochaines heures, mais depuis lors, rien. Famadion.
Dès les prochaines heures, on est en train de donc se battre pour qu'ils soient déjà en sécurité et ensuite rapatriés au Sénégal. Voilà ce qu'avait déclaré le porte-parole du gouvernement le 7 octobre. De quelques heures, nous sommes passés il y a plus d'une semaine. Moustapha Sarré. Je vais me renseigner auprès du secrétariat d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, mais ce qui est sûr et certain, c'est que tous ceux qui seront dans une situation difficile et qui voudraient rentrer, rentreront, Inch'Allah. Laissons de côté la déclaration des politiques, car nos compatriotes bloqués au Liban souffrent le martyre. Cette Sénégalaise vit au Liban. Au cœur des affrontements, elle préfère garder l'anonymat pour ne pas inquiéter ses parents. Son témoignage en dit long. Au Liban, dans un quartier qu'on appelle Balounet. On est bloqué ici, on veut sortir de ce pays. Et l'État du Sénégal, on veut qu'on nous aide. On avait des informations qu'il vous rapatrier les Sénégalais qui sont ici et on a appelé, on a demandé notre photocopie de passeport, on l'a donné et chaque semaine on l'appelle, ça fait 15 jours de cela et il n'y a pas de nouvelles et on veut sortir. Il faut nous aider, on sort d'ici parce qu'il y a des filles qui sont des Sénégalaises, que leur patron est voyagé et ils ont resté bloqués, sans papier, ni pièce d'identité, ni rien du tout. Et il veut sortir et on le viole. S'il te plaît, si l'État peut faire quelque chose pour qu'on puisse sortir de ce pays, ça va bien nous arranger. Au niveau de la direction des Sénégalais de l'extérieur, l'on nous fait savoir que le rapatriement des Sénégalais du Liban est à l'ordre du jour, mais aucune date n'est mentionnée. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Les lâchers d'eau au niveau du barrage de Manantali, le fleuve Sénégal, sorti de son lit à Matam, les eaux ont détruit tout sur leur passage. Plus de 1000 ménages sinistrés, sans oublier les dégâts sur les cultures. Des riziculteurs désemparés se sont confiés à Ali Bandel-Niang dans cette correspondance. Avec 8,74 m ce matin à la station de Matam, le niveau du fleuve Sénégal dépasse celui de la dernière remontée. Conséquence de l'ampleur des lâchers du barrage de Manantali. Une situation très préoccupante pour les riziculteurs. Pire, même les casiers agricoles sont envahis par les eaux qui ont commencé même à dégrader certains aménagements. À la date d'aujourd'hui, 1030 ménages sont déjà déclarés sinistrés au niveau de 51 périmètres irrigués villageois. Moussa Mbodj, membre de l'encadrement technique de la délégation Sayed de Matam. Aujourd'hui, la situation devient de plus en plus critique. Globalement, la production porte sur 5661 hectares et qu'aujourd'hui, on assiste vraiment à une augmentation en fait des superficies inondées. Pendant la première pluie, qui était à 869, on a enregistré plus de 400 hectares et aujourd'hui, on est à 814, ce qui fait présage aussi d'autres superficies seront encore inondées. Avec cette hauteur, on risque vraiment, il y a d'autres périmètres de nouveaux casiers écoles tels que le casier de Nabadji sur 400 et quelques hectares, le casier de Diolol sur 350 hectares. Tous ces casiers-là sont pratiquement inondés. Et maintenant, vous savez que la conséquence de ces inondations, c'est quoi? Il y a une dégradation en fait de l'aménagement et que la durée de submersion a dépassé les limites. Et là, on risque de perdre l'ensemble des cultures. Si la situation reste très préoccupante chez les producteurs, c'est parce que, contrairement au Delta et à Bakel, la campagne hivernale est la principale activité agricole des riziculteurs de Matam qui ont emblavé cette année plus de 2000 hectares. Mais malheureusement, au rythme des débordements du fleuve Sénégal, toutes ces exploitations agricoles sont aujourd'hui menacées par cette crue exceptionnelle. Matam, Ali Bandel-Niang, RFM. Le débordement des eaux du fleuve Sénégal, les habitants de l'île Kharé et de Guidakhar, c'est dans le département de Dagana. Ils sont sous la menace d'inondation. La digue de protection a cédé, plusieurs périmètres rizicoles envahis par les eaux. Le préfet et le sous-préfet de Mbane sur place pour constater l'avancée des eaux et les dégâts. Les populations, elles, demandent l'aide des autorités. Cheikh Tidiane Ndiaye, leur porte-parole. Le village de Guidakhar est depuis quelques jours menacé par le débordement du fleuve Sénégal. Donc les eaux ont commencé à envahir les champs et endommager la seule piste qui sert d'entrée et de sortie des populations. Donc nous avons d'ailleurs essayé de trouver des solutions en utilisant des sacs de sable pour arrêter l'avancée de l'eau, mais ce geste est en vain. Nous lançons solennellement un appel aux autorités locales, notamment le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre et le Président de la République. Guidakhar se trouve au bord du fleuve Sénégal. Donc la seule digue de ceinture qui nous sépare du fleuve est aujourd'hui endommagée. Donc nous sommes dans l'insécurité et lançons un appel à nos autorités locales de bien vouloir venir en aide à cette population. Donc même nos voisins des villages de Kharé et de Ten Kharé sont aussi menacés en même temps que Guidakhar. Donc parce que Kharé c'est un village entouré d'eau, donc c'est un presqu'île. Donc aujourd'hui
les eaux ont même envahi le terrain de football et sont aux abords de l'école élémentaire. Donc nous lançons encore une fois un appel donc, aux autorités locales de bien vouloir venir en aide à ces populations donc, qui sont dans l'émoi et le désespoir. Le cri du cœur donc, des populations de la commune de Bokol, c'est dans le département de Dagana. Papou Seynou Diallo, bonjour. Bonjour Barthélémy. Vous êtes notre correspondant à Tambacounda et nous allons ensemble dans le département de Bakel où les communes de Diawara et de Moudiri sont gravement touchées. Moudiri sont touchées par les inondations à cause du lâcher d'eau au niveau du barrage de Manantali. Et bien sur place, la situation devient de plus en plus inquiétante, indescriptible. Effectivement, Barthélémy, il y a l'instar des autres localités de la commune de Balou, la ville de Moudiri a connu des inondations qui ont causé d'énormes dégâts, notamment matériels. Les quartiers obstant le fleuve sont les plus touchés. Les eaux du fleuve ont détruit des habitations, chassé des ménages entiers de leur concession. Il s'ensuit l'installation d'un contexte d'insalubrité favorable à la prolifération de maladies hydriques comme la diarrhée et le paludisme, d'où un problème de santé publique. C'est exactement la même situation qui prévaut à Diawara Barthélémy. Dans cette commune, plusieurs maisons sont sous les eaux. Le marché est ceinturé par les eaux. Les populations sont actuellement plongées dans une détresse morale et matérielle jamais vécue. Et face à cette situation, Barthélémy, la solidarité nationale doit se manifester concrètement et urgemment pour les populations déboussolées de cette région orientale, Barthélémy. Merci. Le maire de Diawara, Papou Seynou Diallo, merci. Le maire de Diawara, Kilé Sakho, lui, il demande à l'État de déclencher le plan Orsec. Notez que dans la commune de Diawara, plus d'une quarantaine de familles ont été déjà déplacées. La montée du fleuve s'est déversée sur la ville. Aujourd'hui, presque la moitié de la ville est inondée. Les populations se sont déplacées vers les écoles, le lycée et le CM. Certains sont logés par les voisins. Nous vivons une situation très difficile actuellement. C'est la jeunesse, la mairie, la jeunesse et les bonnes volontés qui se sont mobilisées vraiment pour atténuer les difficultés que nous rencontrons. Nous, les Soninké, nous vivons dans des grandes maisons. Souvent, les gens disent que nos maisons sont des écoles. Actuellement, il y a 45 exactement. À ce jour, il y a 45 familles qui ont été relogées ailleurs. Depuis le début de ce phénomène, nous n'avons pas senti l'État à nos côtés. Pas un seul sapeur-pompier, pas un militaire, pas un médecin, pas une seule bouteille d'eau. Vraiment, c'est très déplorable. Diawara est une commune qui fait aujourd'hui à peu près 18 000 militaires et 18 000 habitants. Donc, la seule personne qui est à nos côtés, c'est le sous-préfet et le commandant de la gendarmerie de Diawara et son équipe. Oui, l'État doit intervenir, surtout en apportant des solutions, des vivres, des motopompes. Et pourquoi ne pas déclencher le plan Orsec? Le maire de Diawara, Kilé Sakho, donc, qui demande à l'État de déclencher le plan Orsec pour venir en aide à ces populations victimes des inondations suite au lâcher d'eau au niveau du barrage de Manantali. Midi, bientôt 14 minutes au collège du Sine de Fatick. Là-bas, le calme est revenu. Vous le savez, des élèves voilés ont été exclus de l'établissement. Une réunion entre les parents d'élèves, la direction de l'école et les autorités académiques a permis donc d'arrondir les angles. Les filles voilées ont donc repris les cours. Aminata Goudiaby. Nous tenons à présenter nos excuses aux élèves et aux parents d'élèves pour cet incident. Le frère Patrice Mbang, directeur de l'école privée catholique Collège du Sine, présente ses excuses suite à ce qu'il appelle un malentendu survenu dans l'établissement qu'il dirige. Des élèves voilés ont été interdits d'accès le lundi dernier. Tout est désormais rentré dans l'ordre. Nous le reconnaissons, nous avons interdit l'accès à des élèves pour port de voile. Cette interdiction a été précisée dans notre règlement intérieur qui a été approuvé par l'inspecteur de l'éducation et de la formation le 2 octobre. Notre règlement intérieur est en train d'être vu, ensuite transmis à l'autorité compétente. Les nouveaux règlements intérieurs des écoles publiques et privées autorisent le voile dans toutes les écoles du Sénégal, sauf que l'inspection d'académie de Fatick n'avait pas encore approuvé ces principes directeurs. Cheria Diop explique. Nous avons un règlement intérieur avec des principes directeurs que nous devons intégrer. Le règlement intérieur devrait être approuvé par l'inspecteur d'académie, ce qui n'a pas été fait. On a pris en compte tous les principes directeurs qui sont édictés par le ministère de l'Éducation nationale.
Sous le coup de la colère, les parents dont les enfants ont été renvoyés ont menacé de les retirer du collège du Sine. L'inspecteur d'académie les rassure. Si les élèves décident de continuer leur apprentissage au niveau de cet établissement, il n'y a pas un règlement intérieur qui peut les en empêcher. Ce mardi après-midi, une réunion s'est tenue au siège de l'inspection d'académie. Les parents d'élèves, la direction du collège du Sine et les autorités ont pu trouver une solution à cet incident qui a créé une vive polémique dans la ville de Fatick. Aminatou Goudiaby, Fatick RFM. Des doctorants, professeurs en parasitologie et étudiants de l'université Iba Der Thiam ont fait des recherches sur le paludisme et les maladies tropicales négligées. Les résultats font état d'une disparition de ces maladies à l'horizon 2030 et les recherches, il faut le rappeler, ont été faites à travers la modélisation mathématique appliquée au paludisme. Charente Diop. Le paludisme, les maladies tropicales négligées, ces maladies seront éliminées d'ici 2030. Des chercheurs, des doctorants et étudiants en médecine de l'université Iba Der Thiam de Thiès disposent suffisamment d'outils à travers la modélisation mathématique appliquée au paludisme pour faire face. Docteur Mamadou Diop, le directeur de la lutte contre la maladie au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Qui sont pour nous des maladies prioritaires et pour lesquelles et les ambitions que nous avons, c'est de les éliminer et de les contrôler d'ici 2030. Et pour cela, nous avons besoin de l'appui, de l'accompagnement de nos chercheurs, de nos universitaires. Jean-Louis Ndiaye, professeur à l'UFR des sciences et de la santé de l'université Iba Der Thiam de Thiès, a tenu à témoigner de l'efficacité de cet outil. Pour preuve, le programme d'administration de masse de médicaments antipaludiques qui est en train d'être mis en ce moment même à Bakel a bénéficié de la modélisation faite par nos étudiantes. Donc, qui a pu montrer au programme que pour avoir plus d'efficacité sur cette stratégie, il faut donner 3 cycles de traitement. En donnant précisément la semaine de démarrage pour pouvoir couvrir le pic de transmission. Donc on a des résultats concrets de ce que la modélisation peut apporter. Tout porte à croire que le paludisme tue. Aujourd'hui, la question de la prévention est à prendre en compte de manière rigoureuse et de mettre les moyens pour éradiquer aussi bien le paludisme que les maladies tropicales négligées. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Midi 17, je vous l'annonçais en titre, la journée mondiale de l'alimentation célébrée ce 16 octobre. Focus dans ce journal sur les cantines scolaires. Seuls 24% des écoles et établissements au Sénégal sont couverts. Plus de 70% des écoles encore pas couvertes. Ce qui représente 14 330 élèves selon une étude du programme alimentaire mondial. La SICODEF donc y ajoute que seul 0,11% du budget du Sénégal est alloué à l'alimentation scolaire. Koumba Sanyad Faye. Selon une étude réalisée en 2022 par le Programme alimentaire mondial, le PAM, seuls 24% des écoles et établissements ici au Sénégal sont couverts par les cantines scolaires. Un fort taux élevé de plus de 70% d'écoles non couvertes. Pour y remédier, il faut une loi votée à l'Assemblée nationale, mais aussi un financement adéquat. Amadou Cheikh Kanouté est le directeur exécutif SICODEF Africa. Quand nous disons qu'il faut que l'État du Sénégal puisse universaliser l'alimentation scolaire, aujourd'hui, seuls 24% des écoles sont couvertes par des cantines scolaires. Il nous faut aller plus. 3 défis s'y opposent. D'abord, une vision, une politique qui disent le Sénégal a choisi de nourrir ses enfants qui vont à l'école. Il nous faut une loi. Une loi qui est consacrée, qui est votée par l'Assemblée nationale et qui dit nous allons nourrir nos enfants qui vont à l'école pour des raisons très précises. C'est le 0,11% du budget alloué à l'alimentation, ce qui est insuffisant. Il faudra plus d'efforts, ajoute-t-il. Il faut un bon financement, un financement adéquat. Notre étude que nous venons de réaliser, une analyse budgétaire, a montré que sur le budget de 1000 milliards du ministère de l'Éducation nationale, seul 0,11% de ce budget est affecté à l'alimentation scolaire. Il nous faut augmenter ça. Et là, je sais que le directeur des cantines scolaires au niveau du ministère de l'Éducation nationale, lui d'avancer 14 330 établissements. Ne disposons pas de cantines scolaires comme chiffre, certes alarmant, mais les autorités sont conscientes de ce fait, rassure-t-il. 14 330 établissements, écoles et établissements ne disposent pas de cantines.
c'est un problème, certes, mais qui a une certaine maîtrise. Donc le ministère est en train de réfléchir sur des stratégies, des mécanismes pour relever ce niveau de couverture. Parce que la cantine, au-delà d'être un instrument de lutte contre la pauvreté, est juste une commodité qu'il faut mettre à la disposition des enfants. Le thème de cette année porte sur le droit à l'alimentation pour une vie meilleure et un avenir meilleur. Les acteurs essayent de voir les mécanismes pour éradiquer le déficit créaire de cantines scolaires. Et tout ceci renvoie au besoin de pouvoir se nourrir correctement. Koumba Sandiane Faye, merci. Macky Sall et les répliques au Premier ministre Ousmane Sonko sur les chiffres de la comptabilité publique qui auraient été maquillés. Vous l'avez peut-être entendu au cours de nos précédentes éditions, qualifier les allégations du Premier ministre de fausses, regrettant au passage la dégradation de la note du Sénégal par Moody's, l'agence de notation américaine. Alors, dans ce journal, on revient sur les raisons qui ont poussé l'ancien président de la République à rompre la tradition républicaine consistant à s'isoler du débat public après la perte du pouvoir. Mohamed Ali Mouba. Macky Sall a rompu le contrat tacite, le pacte de non-agression entre lui et les nouvelles autorités, la mort dans l'âme. Contraint et forcé, en l'accusant d'avoir falsifié les chiffres de la comptabilité publique, Ousmane Sonko entame proprement sa crédibilité. Hassan Samb, journaliste, analyste politique. Je pense que ce qu'il fait remarquer, c'est que quand même il a tenté de respecter la tradition, en d'abord s'exilant, entre guillemets, et en évitant de s'initier dans le débat interne, surtout le débat politique. Maintenant, il va de soi qu'il a réagi après 6-7 mois sur des questions fondamentales qui le concernent personnellement. Parce qu'apparemment, il a été attaqué dans ce qui constitue son fonds de commerce le plus important. Sa crédibilité en tant que leader et sa crédibilité en tant que personne. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a non seulement choisi d'intervenir à l'extérieur du Sénégal, mais également dans un média étranger. Donc, et il n'est pas intervenu directement pour répondre au Premier ministre quand celui-ci avait professé ses accusations. C'est-à-dire donc, il a mis du temps pour réagir. S'il avait voulu réagir, il l'aurait fait à l'époque. Et certainement, il aurait attendu peut-être de venir au Sénégal pour le faire. C'est pour un peu répondre à une certaine demande au niveau international. C'est-à-dire qu'il sait qu'il ne peut compter que sur sa crédibilité en tant que leader et en tant que personne. Et c'est ça qui fait que les gens lui font confiance aux Nations Unies, dans les institutions internationales, au niveau des pays, et qu'on l'évite au niveau de beaucoup de rencontres et de forums. Cela donne une idée donc de la campagne électorale qui se profile à l'horizon. Pour le journaliste et analyste politique Ousmane Sène, le débat contradictoire va immanquablement avoir lieu. Le président Macky Sall a en quelque sorte inauguré une sorte de nouvelle gestion du pouvoir depuis son arrivée en 2012, que Macky c'est quelqu'un qui a toujours été au front. Pourtant son parti était là, mais un parti qui n'était pas du tout structuré. Il était premier et tout le reste des militants étaient ex-aequo. Au point qu'aujourd'hui, il a un problème même de pièces de rechange apparemment, parce qu'imaginez-vous que Macky désigne quelqu'un à la tête de sa coalition aujourd'hui au niveau de la paire ou bien au sein de l'ancienne coalition Benno Bokk Yakaar, ce que ça peut donner comme désordre au sein du parti. Donc ce qui veut dire qu'il est obligé aussi d'être toujours donc au front. Et Macky aussi, c'est quelqu'un qui a jusqu'ici donc géré le pouvoir avec beaucoup de surprises. Et c'est une arme qui lui a valu beaucoup de victoires. Mais Macky Sall peut-il convaincre les électeurs de loin? Sa campagne peut-elle faire mouche à partir de Rabat? Hassan Samb doute. Je pense que bu ñëwul fii loolu mooy day préparer pratiquement défaite bi ñu amoon présidentielle noonu mu defoon ci Amadou Ba noonu. Ils n'ont pas fait ressortir les points forts du Sénégal. Ils auraient certainement mis en exergue les réalisations de Macky. Ils l'ont évité. Et ils ont mis en exergue seulement les points faibles. Or, dans un diagnostic, il y a des points forts et il y a des points faibles. Donc, qu'est-ce que va faire Macky et son équipe? Ils vont insister, eux, sur les points forts. La solution donc, revenir, se battre, défendre son bilan et faire rêver les électeurs, quoi qu'il en coûte. RFM. L'actualité internationale. C'est avec Anna Rocha, bonjour. Bonjour Barthélémy Ngom, bonjour à tous. En Afrique, Anna, 10 millions d'enfants sont privés d'école à cause des inondations. Les pluies sans précédent ont aggravé la crise du secteur éducatif avec des écoles endommagées ou détruites, des bâtiments scolaires occupés par des familles déplacées. C'est ce qu'a affirmé Save the Children, une organisation d'aide aux enfants. Harry Silla.
Ce sont 10 millions d'enfants qui sont privés d'école à cause des inondations massives en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. C'est ce qui a fait savoir l'organisation d'aide aux enfants Save the Children dans un communiqué publié mardi 15 octobre. Ainsi, l'organisation non gouvernementale lance un appel aux donateurs à soutenir l'assistance aux populations touchées. Elle exhorte tout de même les gouvernements et leurs partenaires à offrir urgemment des solutions de rechange aux enfants privés d'école et à agir pour protéger davantage les établissements scolaires des événements extrêmes à l'avenir. Depuis le début de la saison des pluies, des déluges d'eau se sont abattus sur de vastes étendues, provoquant des crues et des inondations qui ont fait des centaines de morts et des centaines de milliers de déplacés au Tchad, au Nigeria, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en Guinée ou encore au Cameroun. Elles ont affecté des millions de personnes, causé des dégâts considérables aux infrastructures et aux terres et aggravé les risques de maladies et d'insécurité alimentaire. L'organisation souligne que les événements météorologiques deviennent plus fréquents et intenses avec le changement climatique. Pour limiter l'augmentation des températures, l'ONG presse les gouvernements de rapidement renoncer à l'utilisation des énergies fossiles et de cesser de les subventionner. Grève dans le secteur de l'éducation en Côte d'Ivoire. Les grévistes font plier le gouvernement. La ministre de la fonction publique annonce une réunion du comité consultatif le 17 octobre, c'est-à-dire demain jeudi. L'objectif est de se pencher sur les revendications des agents grévistes, ce qui n'était pas encore envisageable il y a tout juste une semaine. Retrouvons à Abidjan Gobia Yabi. Alassane Ouattara est absent du pays depuis le 1er octobre 2024 et son gouvernement est à la peine. Son ministre de la fonction publique avait brandi menaces, pression et intimidation aux premières heures du préavis de grève déposé par l'intersyndicale. Les agents de l'État du secteur éducation-formation, de la santé et des affaires sociales ont largement suivi le mot d'ordre de grève du 15 au 17 octobre 2024. Le premier jour en témoigne. Ils ont rabattu le caquet à la prétendue majorité du syndicat qui s'est opposé à ce mouvement. Ils ont confondu tous les propagandistes du régime qui ne vendaient pas cher de leur peau. Et ils ont fait plier les chines à l'État, dont 2 membres du gouvernement, Mesdames Anne-Désirée Ouloto et Mariatou Koni, respectivement ministre de la fonction publique et ministre de l'Éducation nationale. Elles n'ont pas eu la main heureuse dans la gestion de cette crise. Les grévistes ont relevé le défi de la mobilisation malgré l'épée de Damoclès brandie. Face au succès de ce mot d'ordre de grève, le rapport des forces est inversé et toute affaire cessante a Ouloto reculé en prenant la mesure du grand mécontentement. Elle a rangé au vestiaire ses sanctions disciplinaires et présidera le 17 octobre prochain, dernier jour de la grève, la première réunion du comité consultatif de la fonction publique avec pour premier point à l'ordre du jour examen des revendications relatives aux primes des agents grévistes. Gobia Yabi, Abidjan, RFM. Gobia Yabi, rupture avec la France en Arrocha. Au Niger, les autorités franchissent une nouvelle étape. La junte au pouvoir débaptise des rues et des monuments portant des noms français. Selon l'AFP, plusieurs endroits historiques de la capitale ont été rebaptisés au nom de personnalités nigériennes ou panafricanistes. L'avenue du général Charles de Gaulle, par exemple, porte désormais le nom de avenue Djibo Bakari, une figure politique nigérienne qui a lutté pour l'indépendance du pays. Un monument a été entièrement refait, celui du commandant et explorateur français Parfait-Louis Monteil. Il a été remplacé par une plaque à l'effigie de Thomas Sankara, ancien président du Burkina Faso. La place de la francophonie est renommée place de l'Alliance des États du Sahel, du nom de la confédération créée en 2023 avec le Mali et le Burkina Faso. Le ministre de la Jeunesse et porte-parole du régime nigérien a expliqué lors de la cérémonie à Niamey que la plupart des avenues, boulevards ou rues portaient les noms qui rappellent les souffrances et les brimades subies par le peuple nigérien à cause de la colonisation. En France, justement, le Rassemblement national qui décide de ne pas voter le budget du gouvernement. Déclaration du président du RN, Jordan Bardella. Selon lui, le vote ou non d'un budget détermine quels sont les partis politiques qui sont d'opposition ou dans la majorité. Le budget 2025 doit passer en commission des finances ce mercredi. Merci beaucoup, Anna Rocha. Parole aux auditeurs.
L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. En vue d'apaiser le climat social, le Premier ministre qui a demandé aux syndicats de faire preuve de patience et de retenue, c'était lors du lancement officiel du référentiel Sénégal 2050. Quelle analyse en faire? La parole à nos deux intervenants tout à l'heure dans la rubrique Point de vue. Nous serons avec Eliman Diouf, le secrétaire général de la CSA, la Confédération des syndicats autonomes, et Mamadou Lamine Dianté, tout nouveau président du Haut Conseil du dialogue social. RFM Sport. Bienvenue Malal Diagne Junior. Merci Barthélémy. Saison de foot 2024, la Linguère va jouer loin de sa base. Loin de sa base, à 100 km à Kébémer. La raison, la non-homologation de la pelouse du stade de Mawade Wade qui est dans un piteux état depuis presque 1 an et demi. Les Saint-Louisiens, en particulier les sportifs et footballeurs, crient pour que cette pelouse soit changée, mais rien n'a été fait jusqu'à présent. Une situation qui oblige donc la Linguère à jouer loin de sa base, ce qui va occasionner une double perte. D'abord, l'éloignement avec la base, mais également des pertes sur le plan financier. Nous avons joint ce matin Tchounabey, il est le secrétaire administratif de la Linguère de Saint-Louis. Nous avons appris cette nouvelle avec beaucoup de regrets et d'amertume, dans la mesure où la nouvelle équipe dirigeante, pour ne pas dire le président Bambaba, a fini de poser un certain nombre d'actes qui vont dans le sens de remettre l'équipe à son lustre d'antan, en signant ou bien en décrochant des sponsorings qui vont venir appuyer l'équipe. Mais c'est quelque chose sur lequel nous n'avions pas fermé l'œil parce qu'on a constaté depuis l'année passée que la fédération TV a réglementé les pelouses dans lesquelles les athlètes évoluaient. Et qui connaît Stade Mawade Wade, la pelouse est en état de dégradation très avancé. Donc c'est normal que la fédération prenne cette mesure de ne pas peut-être homologuer pour l'instant la pelouse. Et du coup, la Linguère sera obligée de se déporter à une centaine de kilomètres pour recevoir. Cette délocalisation de nos rencontres à Kébémer va engendrer des dommages colossaux dans la mesure où sur le plan de la billetterie, ça va constituer un manque à gagner. Sur le plan de la mobilisation, les supporters pourront ne pas venir. La Linguère part défavorisée pour cette saison. Le championnat national démarre le week-end prochain pour la Ligue 1 et la Ligue 2 professionnelle. À l'instant même, donc, les responsables de la Ligue professionnelle font face à la presse à l'ordre du jour de cette rencontre. Les règles et dispositions prises sur le plan organisationnel pour la nouvelle saison, nous y reviendrons, Barthélémy. Et puis l'équipe nationale de beach soccer, maintenant Malal, nous allons à la découverte des nouveaux de la tanière. Ils sont 3, ils ont participé hier à la cérémonie de remise du drapeau avec les ministres des Sports. Sodecham nous dresse leur portrait. Sur la liste des joueurs qui vont défendre les couleurs du Sénégal à la CAN de beach soccer figurent des novices. Le capitaine Alseyni Ndiaye revient sur ces joueurs qui vont découvrir la CAN. Donc il y a 2 nouveaux joueurs qui sont sur la liste. Donc il y a 3 qui vont jouer leur première Coupe d'Afrique. Donc ce sera Seydina Mam Alsan Laye Gadaga, il y a Sanoulaye Thiaw aussi, il y a Hassan Ba. Donc ces 3 joueurs vont découvrir pour la première fois la Coupe d'Afrique. Et Inch'Allah, on va les accompagner. Donc ils sont dans le bain. Parmi ces joueurs, nous avons interrogé Hassan Ba, joueur de Mbao Beach Soccer, et Seydina Mam Alassane Laye Gadiaga, défenseur à Malika Beach Soccer. Ils se réjouissent de leur sélection. On ressent que du bonheur, plaisir aussi. On est très ravis de représenter notre pays. Nous étions nombreux dans les stages et Dieu a fait qu'on a choisi, donc c'est une fierté quoi. Ça sera notre premier CAN, on est honoré de recevoir le drapeau. On va mouiller le maillot, Inch'Allah, et gagner mon premier titre de Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Le Sénégal doit défendre son titre et ses joueurs comptent bien jouer leur partition. On s'attend à que ça soit relevé, mais on s'est bien préparé avec notre coach. On va appliquer les choses là, Inch'Allah. Donc on va mouiller le maillot, Inch'Allah, pour rendre fiers à notre peuple, Inch'Allah. Ouais, bien sûr, ça sera difficile parce que le Sénégal, ce sera l'équipe à battre. On est prêt dans tous les domaines, que ce soit mentalement, tout ça, donc alhamdoulilah. En tout cas, le capitaine des Lions fait confiance à ses novices. Donc ils savent ce qui nous attend. Ils vont tout faire, comme je le dis, donc, pour être champions eux aussi pour une première fois. Et nous, on espère être une 8e fois champion d'Afrique, Inch'Allah. Les protégés de Omar Ngalla Sylla ont quitté Dakar ce mercredi pour rallier l'Égypte, précisément Hurghada, où doit se dérouler la CAN.
Pour finir, parlons de la Ligue des champions féminine avec la participation de l'équipe qui va représenter le Sénégal, les Aigles de la Médina. Cette compétition va se dérouler le mois prochain au Maroc. 8 équipes vont disputer cette compétition. Les Aigles vont défendre les couleurs du Sénégal et nous serons tous derrière elles. Merci beaucoup Malal, midi 34. RFM, la presse du jour. Depuis le 1er octobre 2024, seuls les stickers Rapido sont désormais disponibles dans les espaces clients Rapido de Cambérène, Thiaroye et Touglou. Fiable et gratuit, il vous permet de passer plus vite en voie automatique. Optez dès maintenant pour les stickers Rapido et bénéficiez d'une expérience client en tout confort et rapide à chaque passage dans nos voies automatiques. Le stickers Rapido, la solution pour gagner du temps. Stickers Rapido vous offre votre revue de presse. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Crue du fleuve Sénégal, détresse à Bakel. Le calvaire des populations de cette zone ne s'arrête pas. Non, la détresse se poursuit. En mode alerte, l'observateur rapporte que Podor et Saint-Louis sont sous la menace des eaux aussi du barrage. Un plan d'alerte élaboré par l'OMVS, plus de 100 lieux répertoriés avec des zones de refuge en cas d'inondation. Le journal s'est entretenu avec Moustapha Lo, un expert hydrologue au commissariat de l'OMVS qui parle de grosses crues en amont et en aval du fleuve. Le reporter de Walfadri qui s'est rendu à Bakel dans les zones sinistrées en revient sans voix ou presque littéralement terrassé là-bas par ce qu'il a vu. La détresse est totale. Bakel ne vit plus ou presque. La vie s'est arrêtée pour des centaines d'habitants abrités dans des écoles. Les écoles font office désormais de lieux de refuge. Basbi le jour en profite pour rappeler aux autorités que le rêve est permis, mais ce n'est qu'un rêve. D'ailleurs, après le voyage sur 2050, le fameux projet dévoilé lundi à Diamniadio, un retour au présent s'impose. Le gouvernement fait face aux inondations, à la cherté de la vie. Oui, ça ne peut pas attendre 2050. À matin, par exemple, le général Till, le ministre de l'Intérieur, annonce des vivres et des tentes. Farbangom, député maire de Agnam, a envoyé des riz, du ciment et promet 500 000 francs CFA à 1 million de francs par village. Petit le jour écrit d'ailleurs ce qui suit, le confrère relève qu'en attendant Sénégal 2050, c'est un pays aux urgences qui a besoin d'une intervention de l'État du Sénégal pour soulager les populations. Après la présentation du nouveau référentiel lundi donc, les régions de Matam, de Kédougou et de Tambacounda souffrent le martyre avec les inondations liées aux crues des fleuves Sénégal et Gambie. Les communes de Bakel, Kibira, Moudiri, Yawara, Belé et Kenyeba sont très éprouvées. Le président du conseil départemental Mapatessi, sur les ondes de la RFM, repris par le journal, a appelé les pouvoirs publics à hâter pas et à venir en urgence au secours des populations qui ont besoin de vivre. Salif Moussa Diallo, habitant du village de Séné-Débou, vidéo à l'appui contre le calvaire de ces crues du fleuve Sénégal. Il ne cache pas aux confrères son amertume après le passage des ministres de la Solidarité et de l'Intérieur lundi. Il dit: nous croyons que les ministres allaient venir avec des appuis en vivres, mais ils sont venus les mains vides alors que nous souffrons à cause de la crue du fleuve qui a tout emporté. Nos champs sont dévastés, nous n'avons rien du tout. Au-delà de l'État central, je lance un cri du cœur aux partenaires du Sénégal et aux organisations non gouvernementales parce que l'heure est grave. Le journal a donné d'ailleurs la parole à Anta Babacar Ngom qui donne lui sa note au plan Sénégal 2050. Pour Anta, les mesures manquent de courage et de clarté. Tout ça pour ça, s'exclame-t-elle d'ailleurs dans Walfadri. L'ex-président Macky Sall, lui, s'est arrêté un moment sur les propos du Premier ministre qui accuse l'ex-régime d'avoir falsifié des chiffres. Les finances publiques, dans une interview accordée à Bloomberg, Macky contre-attaque. Il dit: quand je quittais le pays, tous les indicateurs étaient au vert. L'ancien président dit regretter par ailleurs ses propos totalement faux. La dégradation de la note du Sénégal, Macky assimile cela à une honte pour notre pays qu'il a dirigé durant 12 ans. Pour Sud Quotidien, Macky livre sa part de vérité. Selon Besbi le jour, Macky corrige son coup et le journal rapporte les raisons pour lesquelles il est redescendu sur la scène politique sénégalaise. Il dit: je suis revenu pour renforcer l'opposition, éviter surtout une majorité toute puissante qui mènerait le pays à une mauvaise passe. Commentaire de Sucré Salé du quotidien. La campagne électorale est désormais lancée. Oui, Macky la lance. Silencieux depuis les accusations de Diomaye et Sonko, Macky a décidé de remettre les pendules à l'heure. Le journal relève que c'est un avant-goût de cette campagne qui risque d'être amère.
car si le protocole du Cap Manuel existe, eh bien, les deux parties ont décidé alors de rompre le pacte de non-agression. On revient aux premières amours qui rappellent des séries en mois de législative décisive pour le duo de l'exécutif qui a montré lundi au CICAD le projet de transformation du Sénégal d'ici 2050. Le journal note que c'est une bataille entre deux visions antagonistes pour l'avenir du pays. À la une du journal Source A, Yegui Diop est désormais libre, vous le savez, mais elle a consigné, le journal Source A note qu'elle a donné un montant supérieur à la somme qu'on lui réclamait. L'ancienne directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire et ses compagnons d'infortune devaient verser exactement la somme de 27 813 000 francs CFA, mais ils ont donné un surplus de 187 000 francs CFA. Et puis sport pour boucler grâce à un but marqué durant les arrêts du jeu au moment où le collectif n'arrivait pas à faire la différence. Sadio Mané envoie le Sénégal au Maroc. Le journal Source A note que Général Mané mène les troupes au Maroc. Dans le journal LAS, Pape Thiaw, le sélectionneur des Lions du Sénégal, affirme avoir accompli sa mission et il dit que ça fait plaisir d'accomplir une mission pour son pays. La mission donc de qualifier l'équipe nationale du Sénégal à la CAN 2025 qui se joue au Maroc en 2025. Bonne nuit à tous. Depuis le 1er octobre 2024, seuls les stickers Rapido sont désormais disponibles dans les espaces clients Rapido de Cambérène, Thiaroye et Tougloux. Fiable et gratuit, il vous permet de passer plus vite en voie automatique. Optez dès maintenant pour les stickers Rapido et bénéficiez d'une expérience client en tout confort et rapide à chaque passage dans nos voies automatiques. Le stickers Rapido, la solution pour gagner du temps. Stickers Rapido vous a offert votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Place maintenant à la rubrique Point de vue. En vue d'apaiser le climat social, le Premier ministre a demandé aux syndicats de faire preuve de patience et de retenue. Quelle analyse en faire? Déclaration faite lors du lancement officiel du référentiel Sénégal 2050. Pour en parler, nous sommes avec Eliman Diouf. Monsieur Diouf, bonjour. Bonjour, M. Barthélémy. Vous êtes le secrétaire. Bonjour à tes auditeurs. Oui, merci. Vous êtes le secrétaire général de la CSA, la Confédération des syndicats autonomes. Notre deuxième intervenant, Mamadou Lamine Dianté. Monsieur Dianté, bonjour. Bonjour Barthélémy. Merci. Tout nouveau président du Haut Conseil du dialogue social. Alors, la parole d'abord à Eliman Diouf, syndicaliste, secrétaire général de la CSA. Le Premier ministre, lors du lancement officiel du référentiel 2050, a demandé aux syndicats de faire preuve de patience et de retenue le temps de gérer la situation actuelle du pays. La première question est de savoir, est-ce que vous êtes dans les dispositions d'accorder ce temps de grâce au nouveau régime? Mais merci Barthélémy, merci. Je voulais saluer mon co-débatteur tout nouveau, comme vous le dites, directeur du Haut Conseil du dialogue social, que nous félicitons à nouveau et l'encourageons par rapport à sa nouvelle mission. Mais par rapport à votre question, je pense que c'est une question vraiment qui est revenue au cours de cette présentation. Mais dans la situation actuelle, je pense que de tout le temps, la question de l'état, d'une observation de l'état de grâce pour les syndicats a été peut-être souvent soulignée pour dire 100 jours, permettre à ce nouveau gouvernement de s'installer et de s'enquérir de l'état d'avancement des dossiers. Mais je pense que nous sommes à 7 mois d'exercice. Et comme vous le constatez également, il y a beaucoup de bouillonnement dans beaucoup de secteurs d'activité. Je pense que l'exemple du secteur des collectivités locales est là. C'est une grève qui a duré depuis plus de 2 ans. Il est heureux que nos appels ont été entendus. Je pense qu'hier, il y a eu un début de discussion et peut-être que nous attendons que des solutions soient trouvées. Je pense que l'état de grâce, c'est avoir l'écoute, s'asseoir avec les organisations, discuter avec eux sur les préoccupations des travailleurs et trouver des solutions. Mais état de grâce, s'asseoir et laisser les choses dormir, c'est pas possible. Et ça n'existe nulle part.
D'accord. État de grâce, vous l'aviez dit, 7 mois d'exercice du pouvoir. Le gouvernement s'est imprégné sur les dossiers actuels. Vous avez certainement suivi la sortie du Premier ministre sur les chiffres de la dette et d'autres chiffres, bien sûr. Des chiffres qui annoncent un peu la situation économique du pays. Sur la base de ça, est-ce que vous êtes dans les dispositions de lever un peu le pied? Mais j'ai dit, il n'y a pas de pied à lever, il n'y a pas de pied à lever dans les revendications des travailleurs. Tous les jours que je sais, les préoccupations des travailleurs sont devant nous et d'une manière générale, nous les posons, des solutions sont trouvées, d'autres des solutions sont en attente. Je pense que la vérité des chiffres qui a été faite n'enlève en rien que ce gouvernement a dit qu'elle veut s'inscrire dans une logique d'une gestion transparente, dans une logique de gestion de Djibouti. Donc si, par rapport à tout ce qui est dit, il y a quand même des niches pour être en face et pouvoir trouver des solutions par rapport aux préoccupations des travailleurs. Je pense que, en tout cas pour nous, il n'y a pas à dire que les revendications doivent être suspendues et attendre. Il n'y en a pas. Parce que tous les jours, les travailleurs sont confrontés à des difficultés et il faut trouver des solutions. Mais comment les trouver? C'est dans le cadre du dialogue social, dans le cadre de l'écoute, dans le cadre du partage des informations. Je pense que même les informations qui sont données. Moi-même, en tant que porte-parole du jour des travailleurs lors de la présentation, lors du panel, j'avais bien apprécié en disant, si ces chiffres qui sont donnés constituent un rebasing et permettent de repartir sur de nouvelles bases pour une transparence dans la gestion de notre pays, mais ils sont les bienvenus. Maintenant, il faut allier ces difficultés à cette volonté de relance que tout le monde va accompagner. Maintenant, il faut l'accompagner dans la résolution également des préoccupations des populations et des travailleurs. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Diouf. Vous avez dit tantôt qu'il faut régler les difficultés des travailleurs à travers le dialogue social. Le tout nouveau président du Haut Conseil du dialogue social, justement, avec nous, Mamadou Lamine Dianté, est-ce que vous êtes sur cette dynamique? Oui, merci Barthélémy. Permettez-moi de saluer avec déférence mon co-débatteur, le secrétaire général Eliman Diouf, et le remercier également pour l'excellent discours qu'il a présenté en tant que représentant des travailleurs lors de la présentation de ce référentiel. Évidemment, ça ne nous surprend pas pour quelqu'un qui connaît Eliman. Je crois qu'il a abordé tous les aspects de la vie des travailleurs au niveau donc de cette cérémonie. Vous dire simplement aussi que nous étions présents quand le Premier ministre présentait son discours. En réalité, il arrive quelquefois que le discours n'ait pas forcément à voir avec l'interprétation qui suit après le discours. Je crois que le Premier ministre n'a pas, en tout cas, à moins que ça m'échappe, n'a pas appelé à la retenue. Il a simplement s'est adressé aux travailleurs en répondant un peu aux interpellations de Eliman. Pour dire que, évidemment, on a trouvé une situation qui est totalement différente de celle à laquelle on s'attendait. Et peut-être qu'il va falloir que les syndicats également comprennent que c'est cette situation-là qu'on a trouvée. Et comme l'appel a été lancé aussi bien par M. le Premier ministre que par M. le Président de la République pour un accompagnement des nouvelles autorités afin que les objectifs qui étaient fixés puissent être atteints, je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut comprendre l'intervention de M. le Premier ministre. En tout cas, si on interroge un peu les référentiels et les résultats qui sont attendus, je crois que véritablement l'ensemble des travailleurs doit pouvoir s'y retrouver. Et moi, je pense qu'il faut toujours positiver parce que quand on parle aujourd'hui à l'horizon 2050 d'un objectif d'atteindre le triplement du PIB, sur les 4 axes stratégiques, il y a évidemment le capital humain de qualité, il y a la souveraineté alimentaire, il y a la gouvernance, il y a l'économie compétitive. Je crois que ça nécessite que les travailleurs puissent accompagner les nouvelles autorités parce qu'à elles seules, évidemment, elles ne pourront pas atteindre cela. Mais qui parle de triplement du PIB, parle donc d'une amélioration substantielle des revenus de l'État du Sénégal. Cela va se traduire
soit par une augmentation des emplois au niveau donc du Sénégal ou une amélioration du traitement salarial des travailleurs. Dans tous les cas, c'est une augmentation de la masse salariale. Je crois qu'aujourd'hui, l'appel qui a été lancé par M. le Premier ministre, c'est que tous ensemble, et comme le président de la République l'a dit, ça transcende les clivages politiques, que tous ensemble, on se mette au travail. Et Eliman l'a dit, le secrétaire général Eliman l'a dit tout à l'heure, c'est des autorités également qui ont assuré qu'elles vont gouverner dans la transparence. Évidemment, rien ne sera caché. Et à partir de ce moment, la répartition des revenus, des richesses sera équitable et les travailleurs vont s'y retrouver. Maintenant, on a un point de départ qui est différent de celui auquel on s'attendait. Elles ont peut-être des ambitions très importantes pour les travailleurs, mais à cause de cette situation-là, comme il le dit, on s'attendait à être au rez-de-chaussée, mais on est au 3e sous-sol. Donc peut-être que ce qui a été prévu d'ores et déjà pour les travailleurs ne peut pas se réaliser. Et il appelle simplement à une compréhension des travailleurs. D'accord. Donc pour vous, M. Dianté, il faut accompagner les nouvelles autorités le temps de redresser la situation. Mais accompagner jusqu'à quand? Non, en fait, il ne s'agit pas d'attendre jusqu'à 2050, c'est clair. Il ne s'agit pas d'attendre jusqu'à 2050. Oui, parce que quand on demande aussi un accompagnement, j'aimerais bien que les autorités disent aux travailleurs, laissez-nous 3-4 mois, une année, le temps de régler la situation. Oui, je crois qu'il était en train de répondre, d'ailleurs, selon le temps qui lui était imparti, à certaines interpellations. Les modalités n'ont pas été précisées, mais moi je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, nous, notre arrivée au niveau du Haut Conseil du dialogue social, ça doit pouvoir rassurer les travailleurs parce que je fais partie d'eux. Oui, c'est vrai que vous-même, vous êtes syndicaliste, vous avez été syndicaliste. Voilà, et le président de la République est syndicaliste, il a été secrétaire général de son syndicat. Le Premier ministre a été syndicaliste, il a été le premier secrétaire général de son syndicat. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est nous dans nous. Les modalités n'ont pas été précisées lors donc de cette intervention-là, mais nous, en tout cas, pour la mission et la compréhension que nous avons de cette mission-là, il s'agira donc de rapprocher les deux parties pour que véritablement la stabilité puisse régner afin qu'on puisse atteindre les objectifs. D'accord, merci. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Dianté. Eliman Diouf, secrétaire général de la CSA, le Premier ministre, lors de l'appel, il a carrément dit en Wolof, gouvernement bi mulul joxe lu mu amul. En clair, le gouvernement ne peut pas aller au-delà de ce qui est là. Est-ce que sur la base de ces propos aussi, on ne peut pas faire preuve de patience et de compréhension? Mais écoutez, je pense que le président du Haut Conseil l'a dit tout à l'heure. Tout est dans l'écoute et les discussions qui doivent être entamées avec le gouvernement. Ils peuvent dire... Nous n'avons pas, mais nous ne savons pas s'ils n'ont pas. Quel que soit le bord où tu prends la question, il ne sera jamais question de dire on croise les bras, on ne peut pas poser des revendications. Et même si on ne le fait pas, les populations tous les jours posent des revendications, les travailleurs tous les jours posent des revendications. Donc je pense que la dynamique, c'est de s'asseoir, de discuter et de trouver des solutions. D'accord. Et je pense que il n'est pas des réponses comme ça, c'est peut-être dans le feu de l'action, c'est des réponses qui sont données politiquement, mais je pense que la réalité, c'est que un gouvernement ne peut pas dire à ses travailleurs ou à ses mandants que nous n'avons rien à vous donner. C'est pas possible. Maintenant, les négociations qui vont suivre, la proposition du Premier ministre faite par le président d'aller vers un pacte nous permettra de voir essentiellement quand les chiffres qui sont donnés ça et là, contredits de l'autre côté, etc. Nous, trêve de politique politicienne, nous voulons avoir vraiment en face de nous le gouvernement et son président de la République qui nous disent voilà ce qui est fait, ce qui est réellement sur place. Voilà ce qu'on peut faire dans l'immédiat. Voilà ce qu'on pourra faire peut-être dans le moyen long terme. À l'avenir. Je pense que c'est comme ça que nous pouvons accepter. D'accord. Il faudra planifier. Voilà, l'autre aspect. En quelques secondes, M. Diouf. Voilà, l'autre aspect, c'est le fait de pouvoir faire en sorte que le plan triennal qui est fait de 2024 à 2029 est décliné, partagé par les populations, par les travailleurs, que les gens comprennent là où on va aller. 2050, c'est très beau,
Mais 2029 est le miroir et la première étape du bâtiment. Je pense qu'il faudrait que les autorités puissent le partager, que les gens sachent où on va aller. Et c'est dans ce sens-là que je pense que les populations vont adhérer et que les travailleurs aussi, voyant qu'ils sont bien pris en compte dans ce plan-là, pourront adhérer. D'accord, merci beaucoup, merci M. Diouf Eliman. Mamadou Lamine Dianté, en 2 secondes, là vous êtes ouvert au dialogue, vous voulez privilégier le dialogue pour trouver des solutions. Oui, en fait, je crois que oui, mais en quelques secondes, M. Le secrétaire Président. général l'a bien dit, hein, l'essentiel c'est l'écoute, c'est la discussion, c'est l'échange. Je crois que nous, en tout cas, nous ambitionnons d'inscrire notre action dans l'anticipation. Nous ne serons pas des gestionnaires de conflits, mais nous allons faire surtout dans l'anticipation. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, les différentes positions pourraient être rapprochées. Et l'entente sera entre les autorités et les travailleurs et les employeurs. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on pourra travailler dans la stabilité pour arriver à stabiliser les différents secteurs afin de permettre au Sénégal d'atteindre les objectifs par le référentiel de politique publique. Merci beaucoup Mamadou Lamine Dianté, tout nouveau président du Haut Conseil du dialogue social. Merci également à Eliman Diouf, secrétaire général de la CSA. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h qui vous sera présenté par Ella Djindjogou Diène. C'était le midi, mesdames, messieurs, merci. Présenté par Barthélémy Gomis en nom de Aliouba, digital Maïsambay, réalisation Ella Djindjogou, il sera là dans moins de 5 minutes pour le 13h. Bonne suite de